Présence, donc nous poursuivons cet après-midi nos auditions plénières dans le cadre de notre mission d'information consacrée aux complémentaires santé et pouvoir d'achat. Un titre générique qui montre un périmètre d'investigation d'intérêt et de propositions assez large, puisque pouvoir d'achat et le tarif des complémentaires, c'est une résultante de plein de choses, de la répartition entre assurance maladie obligatoire, assurance complémentaire, de la question dans le désordre des frais de gestion, de la plus ou moins grande transparence de ces contrats, de ce que les complémentaires décident de couvrir au-delà de ce qui est pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Enfin, on a plein de champs complémentaires d'intérêt. On était très soucieux d'organiser cette table ronde avec vous parce que vous êtes à la fois pour mieux comprendre comment vous fonctionnez, quel est votre modèle économique dans cet univers où se côtoient des assurances collectives, des assurances individuelles, avec un certain niveau d'intermédiation pour le passage de certains contrats, individuels comme collectifs. Comprendre donc votre modèle économique. Essayer de voir quelle est la transparence globale du système. À première vue, c'est vrai qu'on se dit que même en connaissant un peu le sujet, les contrats complémentaires, ils sont quand même un petit peu difficiles à décrypter pour tout le monde, y compris les gens qui connaissent un peu le sujet. Donc, pour l'immense majorité des Français, c'est encore plus compliqué, surtout ceux qui doivent souscrire un contrat à titre individuel. Donc, vous êtes au contact des assureurs et des Français. Donc, et vous avez pour ambition de les aider dans leur démarche de choisir le meilleur contrat. Donc, on voulait savoir dans quelles conditions vous faites cela, à quel prix pour qui. Est-ce que vous avez des recommandations sur l'organisation du système, sur des exigences nouvelles qui pourraient être posées en termes de transparence des contrats, etc. C'est tout ça qui nous intéresse. Donc, nous avons donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Samuel Bronsart, qui est directeur des activités de comparaison d'assurance chez Meilleur Taux, Monsieur Julien Fillot, directeur général de Paradise, Monsieur Cédric Ménager, lesfurets.com, directeur général et par ailleurs président, je crois, du groupement des comparateurs en assurance et banque, donc une association, je crois, créée en 2015 pour fédérer les acteurs digitaux de la comparaison de produits financiers, assurance, crédit, placement, compte et services bancaires, qui propose aux consommateurs un service de comparaison et d'accompagnement dans la recherche des principaux produits et services financiers du quotidien. Je ne crois pas avoir fait d'erreur majeure. Donc voilà, on est très attentifs. Surtout que c'est un paysage où quand on prend les dépenses des Français en termes d'abonnement téléphonique, là encore, je dis des choses qui sont un peu propos de comptoir, si vous le permettez, mais maintenant, les assureurs, les contrats téléphoniques, on comprend à peu près. L'énergie, on a un petit peu plus de mal, mais l'énergie, il y a un comparateur officiel. Il y a le site du médiateur de l'énergie qui fournit des informations. En matière de santé, il n'y a pas. Il y a un institut. On a auditionné l'UFC Choisir, qui a son propre modèle de comparateur qui est différent du vôtre, mais qui repose sur un abonnement, je crois. Voilà. Mais il n'y a pas de site public, au sens organisé par les pouvoirs publics pour aider les Français à choisir et à s'y retrouver. Donc voilà l'ensemble de nos préoccupations. Donc notre mission d'information a été constituée à l'initiative du groupe RDPI,
au Sénat, dont est membre Xavier Iacovelli, mon collègue, est rapporteur de cette mission. Donc c'est à lui qu'il revient de vous poser les principales questions que nous posons. Un questionnaire vous a été adressé, donc vous avez envoyé, je crois, tous vos réponses écrites, mais il va vous interroger dès maintenant sur les principales interrogations de notre mission. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Messieurs, merci d'être venus répondre à un certain nombre de nos interrogations et de nos questions concernant effectivement cette mission d'information sur l'impact des hausses de tarifs des complémentaires santé sur le pouvoir d'achat des Français. Alors initialement, comme je le dis régulièrement, c'était sur les retraités, l'impact sur le pouvoir d'achat des retraités. Mais on a élargi, même si on se rend bien compte que l'impact touche principalement ces publics plus fragiles. On pourra parler des indépendants et d'autres publics fragiles, mais c'est vrai que les retraités étaient particulièrement touchés. Ça nous paraissait important de pouvoir effectivement vous auditionner. On a eu, alors là nous sommes en réunion plénière, hein, donc on peut nous suivre en direct sur le site internet du Sénat. Donc je vous demanderai d'ailleurs quand vous répondez de bien mettre votre micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Mais nous avons besoin de connaître les structures que vous représentez et leur activité. Et notamment savoir combien de contrats ont été souscrits en 2022 et 2023 suite au passage par vos comparateurs respectifs. Savoir également qui, entre les assurés et les complémentaires santé, finance vos plateformes et votre activité. Est-ce que vous avez un modèle économique? La présidente en a parlé, mais ça nous intéresse également de connaître votre modèle économique. Et est-ce que vous avez un modèle économique le même pour tous, ou est-ce qu'il y a des variantes selon les comparateurs, et quelles relations entretenez-vous avec du coup les complémentaires santé? Avec peut-être une question subsidiaire, c'est est-ce que certains comparateurs ont été créés par ces complémentaires? Alors, on précise effectivement que le comparateur de l'UFC Que Choisir, que nous avons auditionné également, lui repose sur un abonnement, mais c'est-à-dire qu'on est abonné à UFC Que Choisir, et donc du coup, on a accès à ce comparateur, on ne s'abonne pas directement au comparateur. On aurait besoin de savoir aussi combien d'organismes sont référencés sur les plateformes que vous représentez, par rapport au nombre assez conséquent que nous avons pu rencontrer et qui existent en France. Quelle est leur répartition par statut, notamment mutuelle, entreprise d'assurance, institut de prévoyance? Est-ce qu'il est arrivé à vos plateformes de refuser un certain nombre de référencements d'une complémentaire santé, et pour quel motif? Et peut-être une question aussi importante sur combien d'assurés ont eu recours à vos services pour comparer les offres complémentaires santé sur le marché entre 2022 et 2023. Est-ce que vous avez un profil type de ces assurés? Est-ce que vous disposez notamment de leur âge moyen? Ça nous intéresse également d'avoir ces données. Et si on parle de données, notamment les données personnelles qui sont strictement nécessaires pour établir ces devis comparatifs, on se rend compte avec un certain nombre, on a fait nous-mêmes quelques comparaisons sur vos plateformes, et on se posait la question de l'utilité d'avoir l'adresse exacte postale pour avoir un devis concernant. Alors on sait bien que la zone géographique impacte le montant des cotisations que nous pouvons verser dans les complémentaires santé. Cependant, je ne suis pas sûr que l'adresse exacte ait un impact. Peut-être que le code postal suffirait. Le numéro de téléphone, pareil. Voilà. Donc, on se pose quand même un certain nombre de questions sur les données personnelles de ceux qui veulent avoir une comparaison de différents organismes de complémentaires santé, si il n'y avait pas une nécessité peut-être de réduire le nombre de données qui sont fournies sur ces plateformes. Voilà, est-ce que vous pouvez nous renseigner déjà pour la première phase de questions sur ces différents points? Je vous remercie. Ok. Tout d'abord, monsieur le rapporteur, madame la présidente, merci de nous recevoir. On est ravis de pouvoir
participer à cette mission. Donc moi, je suis Cédric Ménager, je suis le directeur général des Furets. Les Furets, c'est un comparateur généraliste. On a des services essentiellement dans l'assurance et les services financiers. Et notre mission, c'est de contribuer à redonner du pouvoir d'achat aux Français en leur permettant de faire de la comparaison et d'identifier le service qui correspond le mieux à leurs besoins et au meilleur prix. Et donc, on a cette vocation vraiment à accompagner les Français, à la fois dans la compréhension des services auxquels ils vont souscrire, avec beaucoup de contenu qui leur permet de les éduquer aussi sur ces contrats, et puis du support en ligne, au-delà de la simple présentation des offres de nos partenaires. Pour vous donner quelques éléments chiffrés, on est aujourd'hui un peu plus d'une centaine de personnes basées en France. On compare, on a un peu plus de 200 partenaires, essentiellement assureurs et services financiers. On a 2 millions de visiteurs uniques sur notre site par mois. Et sur une année, en gros, on va traiter 3,5 millions de devis sur les différents services que l'on propose aux utilisateurs. Voilà. Juste peut-être pour commencer, parce que je pense qu'on va... Oui, sur l'ensemble des champs, exactement. Sur le champ des complémentaires santé, est-ce que vous avez... Alors, sur les complémentaires santé, je crois qu'on a un petit peu combiné nos chiffres. Et sur donc les comparateurs du GCAB, dont nous sommes tous les 3 membres, on est à peu près à 3 millions de devis sur l'année 2022. 23, pardon. Merci de corriger. Sur l'année 2023, on est à peu près à 3 millions de mises en relation, de formulaires qui ont été fournis par les comparateurs. Et combien ont été concrétisés? Concrétisés par votre plateforme? Parce que généralement, quand on fait une demande de comparatif, on a la possibilité d'aller après jusqu'à la concrétisation en ligne de ces contrats. Alors nous, en fait, on fait une mise en relation donc, entre l'utilisateur qui a souhaité avoir plus d'informations d'une complémentaire, et ensuite la relation est créée avec la complémentaire, et nous on ne sait pas si la relation se finalise par un contrat. Vous n'avez pas de retour? On n'a pas cette information-là. Alors juste pour... Peut-être je vais prendre quelques points que vous avez mentionnés, je pense qu'on va se les répartir, mais moi, justement sur les données chiffrées peut-être, au-delà donc, des 3 millions de formulaires par an, donc il y a eu une progression entre 2023 et 2022. On considère qu'il y a plusieurs éléments à ça. C'est que les clients, la population a plutôt tendance à grandir, puisqu'on a une population de retraités qui est plutôt en croissance. On a aussi des populations d'indépendants qui vont être plus à même de souscrire des complémentaires santé, qui est aussi en croissance. Et puis il y a aussi un rôle quand même, en effet, de l'inflation qui fait que les Français vont avoir plus intérêt à comparer, à faire jouer la concurrence, et donc qui se confrontent plus à nos services. On voit aussi une forme de saisonnalité dans les demandes. On va voir qu'ils vont avoir tendance à être très présents sur nos plateformes au moment des annonces d'augmentation. Donc en fait, majoritairement, c'est pas des primo-accédants à la complémentaire santé, à l'AMC. Quand je dis primo, c'est-à-dire qu'on passe par exemple d'un contrat collectif dans son entreprise à un contrat individuel lorsqu'on est retraité. Moi, j'appelle ça un primo parce que du coup, il rentre dans un nouveau type de contrat. Les indépendants, pareil, c'est un nouveau type de contrat. Donc, majoritairement, vous savez à peu près la répartition? Il y a les deux. Je complète, mais versus ceux qui comparent pour essayer de trouver des pistes d'économie, en fait. Ouais. On a vraiment les deux. On a les primo-accédants, qui sont soit en effet des personnes qui changent de statut, ou même des jeunes qui arrivent, qui vont aussi vers même les complémentaires étudiants, on va dire. Ça peut être aussi un type d'utilisateur, et des gens qui vont vouloir faire des économies et qui donc font jouer la concurrence. Donc il y a vraiment les deux populations. La répartition exacte, je ne suis pas sûr qu'on l'ait. Voilà. Par contre, on a la répartition donc, par tranche d'âge. Donc on a une population qui va être un petit peu écartée entre des très jeunes, donc des 18-25 ans, qui représentent 23% des utilisateurs de nos plateformes, et puis les plus de 55 ans, qui vont l'être
plus de 30% de nos utilisateurs. Et c'est 2 populations qui ont été en croissance sur la période récente. Les plus de 100 ans, c'est ça? Plus de 55. Plus de 55, pardon. Donc on a plus de 55. Plus de 55, c'est plus de 30%. En fait, c'est représentatif de l'ensemble des Français qui n'ont pas de inactifs. contrat collectif. Exactement. Bien sûr. Qui n'ont pas de contrat collectif, donc ils soient soit aux 2 bornes d'âge, soit aux 2 bornes d'âge, soit qui sont indépendants, en fait. C'est logique. Exactement. Alors, on a quand même des salariés. Il y a quand même quelques salariés qui vont préférer avoir ou devoir prendre une... Qui regardent à quelles conditions ils pourraient prendre une individuelle. Et qui parfois souscrivent. D'accord. Mais ça doit être très minoritaire. C'est pas la majorité. C'est clairement pas la majorité. Ouais. C'est clairement pas la majorité. Donc voilà, si vous regardez la répartition, on va dire vraiment, on a une répartition, on a un petit peu plus de 50% de ce qu'on appelle d'actifs, donc ils vont représenter la population salariée ou éventuellement même non sans emploi, puisque c'est aussi une population qui est très utilisatrice de ces complémentaires. Et puis la partie senior, donc qui va présenter un petit peu moins de à peu près 40%, et le reste c'est les indépendants. Donc voilà, et l'âge moyen, et il est aux alentours de 48 ans. Donc là, c'est sur nos chiffres combinés, on est sur un âge moyen de 48 ans. Donc il ne veut pas dire grand-chose, puisqu'en effet, on a 2 populations qui sont assez écartées entre les plus jeunes et les plus seniors. Oui, donc les seniors, rien que les seniors, c'est 40% des comparables. Alors, plus de 55 ans, donc est-ce que c'est considéré comme des seniors? Les plus de 65 ans, c'est 11%. Donc, ça commence, on va dire que les seniors, ça commence entre 55 et 65 peut-être. Et on n'a pas ce découpage-là, puisque dans nos formulaires, on va demander par ces tranches-là qui sont communes. Donc on n'a pas le découpage intérieur à ces tranches. D'accord. Je laisse peut-être enchaîner sur... Parce que... Alors, donc Julien Fillot... Comparadise, mais qui édite le site hyperassure.com pour être plus précis sur le site. Bon, pareil, on a des équipes en France, on opère à 100% en France. Et donc, je vais prendre la suite sur les questions qui sont posées sur le cadre juridique, tel que posé. Oui. Aucun d'entre vous n'est lié capitalistiquement à des assureurs. Oui. Comparadise est lié capitalistiquement avec un courtier qui s'appelle April. D'accord. Voilà, mais j'y reviendrai dans la notion de neutralité qui est la nôtre. Mais donc, nous sommes... alors, effectivement, pour la précision, on parle beaucoup des contrats dits individuels. On n'est pas rentré vraiment dans le cadre des contrats collectifs. On a assez peu de trafic sur ces questions-là, donc toutes nos réponses sont vraiment liées aux contrats individuels. Et je pense que c'était vos questions de toute manière. Ouais. Donc, quel est le cadre juridique des comparateurs? Nous sommes intermédiaires en assurance. Et à ce titre, nous sommes immatriculés à l'ORIAS. Donc, en fait, nous sommes courtiers en assurance. Donc, on a beaucoup d'obligations à ce titre-là. On est contrôlé par la CPR, mais nous ne sommes pas souscripteurs de contrats ni gestionnaires de portefeuille de clients, à la différence des courtiers plus traditionnels. Donc ça, c'est notre cadre juridique. Et depuis le décret de 2016 relatif aux obligations des sites de comparaison en ligne, nous avons aussi certaines obligations d'information et de transparence vis-à-vis des consommateurs, donc avec des règles qui sont scrupuleusement suivies sur nos sites. Nous sommes soumis à la surveillance de la DGCCRF et de la CNIL. C'est-à-dire que la CPR, la DGCCRF et la CNIL nous contrôlent régulièrement pour suivre nos activités. Alors, une des questions qui est posée, c'est en quoi l'activité a été affectée par la hausse des tarifs. Est-ce qu'on a eu un accroissement en fait, des demandes sur nos sites? Alors, quand on va parler de chiffres, à chaque fois, c'est un formulaire rempli jusqu'au bout. Pour être précis, on peut avoir plusieurs notions, la notion de trafic, mais des gens peuvent venir s'informer sur nos pages de contenu, sur qu'est-ce qu'une complémentaire santé.
Voilà, et l'unité utilisée, les chiffres qu'on va utiliser, qu'on connaît précisément, sont le nombre de formulaires remplis. Est-ce que les comparateurs ont connu une hausse de trafic? La réponse est oui, mais elle est de l'ordre de 5 à 10%. Et effectivement, elle a été assez saisonnière cette année. C'est au moment des annonces de revalorisation, il y a eu des pics de trafic. Mais il faut noter quand même que ces hausses de trafic n'ont pas eu lieu que cette année. Il y a eu d'autres augmentations, d'autres contextes qui ont fait que les tarifs ont augmenté les années précédentes et les trafics ont aussi augmenté les années précédentes. Il n'y a pas que cette année. C'est ça que je voulais préciser. On a en plus eu des effets de recommandations de la part de Monsieur le ministre de l'économie qui a incité à les comparer. Donc, on a plutôt profité de ces recommandations. Et maintenant, qu'est-ce que nous, on propose en face? Et on rentrera plus dans le détail, mais c'est de pouvoir finalement avoir une information représentative de certains contrats. Alors, nous, par exemple, sur Hyperassure, on va avoir 32 assureurs qui ont en moyenne 10 offres chacun. Donc, vous avez à peu près 300 contrats, un peu plus, qui vont être comparables. On va en sélectionner quelques-uns et on reviendra sur l'algorithme après. Mais donc, c'est 20 pour ce qui nous concerne, contrats comparés en fonction des besoins et classés par prix. En fait, vos 32, c'est plutôt parmi les 32 plus gros organismes ou pas du tout? Parce qu'il y en a des tout minuscules et puis il y en a... Eh bien, c'est ça qui est bien. Oui. C'est-à-dire que les Français, en faisant appel à nos services, vont pouvoir accéder à des offres qu'ils connaissent de réputation ou de notoriété et des offres qu'ils ne connaîtraient pas sans être passés par nous. Et souvent, on se rend compte que certaines offres sont très compétitives sans forcément être très connues. Et ça, c'est un des avantages que je vois à notre métier, en fait, c'est de faire connaître aussi des acteurs compétitifs qu'on n'aurait pas forcément connus sans nous. Donc, les grandes maisons ou les grandes mutuelles sont comparées avec des plus petits acteurs, et c'est une bonne chose. Tous les gros sont chez vous, de toute manière, non, pas tous. Sauf exception, pas tous, non. Alors, sur 32 acteurs, avec une part de petits... Oui, c'est vrai, il arrive, vous avez raison. Non, mais effectivement, mais c'est une vraie question, c'est ce qu'on pourrait nous reprocher, mais on s'expliquera aussi sur quels sont les acteurs qui sont sur les comparateurs, mais non, pas tous les gros sont chez nous. En revanche, est-ce que quand on a fait une comparaison d'offres sur un comparateur, on a une vision de marché? Je suis convaincu que oui. Quand vous dites « nous », c'est vous particulièrement ou c'est l'ensemble des comparateurs? Est-ce que vous avez tous les mêmes organismes qui sont référencés chez vous ou est-ce que certains en ont et qui ne sont pas sur d'autres comparateurs? On a des différences selon les acteurs. Okay. Samuel, je te laisse peut-être répondre. Bonjour, Samuel Bansard de Meilleurtaux. Effectivement, on peut avoir des panels différents. Sur notre panel, aujourd'hui, on référence 48 organismes, aussi bien des mutuelles que des instituts de prévoyance, des compagnies d'assurance ou des courtiers. Les acteurs qu'on référence sont des acteurs avec qui on a pu contractualiser un partenariat. Donc c'est au bon vouloir de ces acteurs-là d'être référencés sur notre panel, puisqu'ils nous donnent accès à leurs tarifs et ils acceptent en contrepartie qu'on puisse aussi leur envoyer des prospects, donc des internautes qui recherchent leurs produits. Donc on a des relations partenariales qui peuvent être communes avec certains acteurs et pour d'autres, on peut être en exclusivité avec eux. Alors, je me permets de rajouter que dans nos devoirs, nous informons précisément sur qui sont nos partenaires sur nos sites. Nous avons des pages dédiées avec toutes les informations, les conditions générales. Tous ces éléments-là sont publics, bon, facilement comparables, même si c'est pas l'objet, mais entre les différents acteurs, on est vraiment très transparent, par obligation et par logique, sur qui sont nos partenaires. Oui, alors juste pour dire qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres, on est un peu plus d'une trentaine de mutuelles et assureurs sur le site. Le point, c'est que on essaye de faire grossir ce nombre. L'offre la plus large sera toujours la plus pertinente, mais il y a aussi des acteurs qui ne souhaitent pas forcément être référencés, se faire comparer, et donc ils ne viennent pas chez nous, même si on aimerait par définition bien les avoir. Donc voilà, donc ça c'est un point. Je crois qu'il y avait une question sur le fait de est-ce qu'on en refuse on va dire
par principe, non, on en refusera si jamais il y avait des acteurs qui nous semblaient être, on va dire, des mauvais acteurs, hein, des offres qui ne soient pas pertinentes pour nos clients. Je ne crois pas que ça soit arrivé. Nous, le seul cas où on a eu à refuser, c'était un acteur qui était trop micro-niche sur une localisation très très précise et qui n'aurait pas été un service, on va dire, à présenter à une grande partie de nos utilisateurs. Donc voilà, on l'a pas référencé, mais sinon notre intérêt c'est d'avoir l'offre la plus exhaustive possible et elle est déjà assez représentative aujourd'hui. Considérant que d'avoir un nombre beaucoup plus grand d'acteurs serait un énorme travail pour le comparateur, parce que c'est beaucoup de travail de maintenir à jour les tarifs, de maintenir à jour les garanties, de mettre tout en place avec l'assureur. Donc déjà, pour 30 assureurs, il faut vraiment beaucoup travailler là-dessus, et on a des équipes qui font ça au quotidien. Et oui, j'y viendrai après dans des propositions qu'on vous fera. Oui, oui. Mais oui, il y a un énorme travail de traduction. Ça, le point clé peut-être de notre journée, c'est aujourd'hui, on a ce travail d'harmonisation, et pour rendre comparables les offres, on a du travail qu'on effectue. On essaye de le faire le mieux qu'on peut. Pour que ce soit lisible surtout. Ouais. Alors, lisible, on est obligé de s'adapter aux nomenclatures de la Sécu et des mutuelles, mais que ce soit à minima comparable. C'est-à-dire d'utiliser les mêmes termes pour les mêmes choses. Et c'est déjà un vrai sujet. Et j'y reviendrai dans nos propositions, parce que c'est ce qu'on vit au quotidien, en fait, tout simplement. C'est de traduire certaines choses. Mais je détaillerai ce point. En tout cas, aujourd'hui, d'avoir une trentaine ou une quarantaine, parce qu'on en a plus ou moins selon les acteurs, si on en avait 500, 600, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt pour les Français qui s'y perdraient. Et non, ce n'est pas notre vocation de référencer tout le monde. En revanche, notre vocation, c'est d'avoir des tarifs absolument exacts. C'est un vrai sujet, donc, sur lequel on travaille tous les jours. Pardonnez-moi, je ne suis pas sûr que les Français s'y perdent si vous avez 600 partenaires référencés et que vous en sortez que les trois meilleurs sur chaque contrat. Alors, ça voudrait dire... Je ne suis pas sûr que pour le coup, si les Français passent par un comparateur, ils iront chercher le 500e meilleur que vous proposez. C'est possible. En tout cas, on aurait du mal à gérer les 500. Ils auraient peut-être du mal à distinguer les 30 premiers des 30 seconds et des 40 troisièmes. L'algorithme pourrait, mais on aurait du mal. Je suis convaincu qu'à un moment donné, trop d'informations tue l'information, mais pour ce point-là, on pourrait afficher les 500 et les Français s'y retrouveraient peut-être très bien. Mais quoi qu'il arrive, c'est compliqué de maintenir une offre avec un tarif absolument juste, avec des garanties absolument à jour, et ça varie souvent. Donc, une trentaine de contrats d'assureurs avec 300 contrats, c'est déjà en tout cas une représentativité de ce que le marché peut présenter. Moi, j'ai une question à vous poser, parce qu'on a fait effectivement... notre équipe a très bien travaillé, puisqu'ils ont fait les comparateurs... ils ont utilisé vos comparateurs pour faire une simulation. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose peut-être d'incohérent, c'est-à-dire que on est parti sur un couple né en 1960, donc 64 ans, retraité, résident à Paris, en ayant demandé une couverture minimale, donc soins courants, optique, dentaire, hospitalisation. Et dans le contrat, alors vous allez me dire, ce n'est pas votre responsabilité, vous ne faites que comparer les contrats qu'on vous donne. Mais il y a peut-être une incohérence aussi, peut-être de la part des AMC qui vous fournissent, mais dans les comparatifs, le contrat minimal qui est proposé, on propose la couverture maternité et l'orthodontie. Bon, pas sûr que ça soit forcément très utile en termes, pas tous, mais voilà, sur certains comparateurs, c'est en tout cas proposé. Donc est-ce qu'il n'y a pas une piste d'évolution justement pour réduire le coût d'une couverture minimale plutôt que de proposer quelque chose qui ne sera de toute façon pas utilisé, et pourtant c'est des garanties qui sont valorisées dans le montant de la cotisation. Un autre point, et ça va intéresser notre collègue Richard qui vient d'arriver, mais sur les deux comparateurs, on demande l'adresse postale et ce site ne comporte pas l'onglet Alsace-Moselle. Et alors qu'on met une adresse... On met une adresse en Moselle. Et donc, comment est-ce que vous faites pour comparer avec le système particulier de l'Alsace-Moselle en ayant une adresse en Moselle sans avoir d'onglet Alsace-Moselle? Voilà, en gros.
Désolé, j'ai posé ta question chez André. Mais... Tu peux, enfin, Madame la Présidente. Voilà, vous avez compris que je suis alsacien. Voilà. Bon, et vous savez certainement que s'agissant de ces 3 départements de l'Est, on a un régime local d'assurance maladie, c'est clair, voilà, et qui couvre naturellement déjà, de façon obligatoire, les salariés à hauteur de ce que font certaines mutuelles, et le panier de soins tel qu'il a été instauré à l'époque chez nous était déjà quasiment rempli. Il manque un peu quelque chose. Mais vous savez que la nature a horreur du vide, donc ce quelque chose, tout le monde le veut. Et en plus, comme maintenant le panier de soins national a couvert ce qui existait déjà chez nous par le passé, ou à peu près, naturellement, chez nous, on en veut encore plus, quoi. Voilà. Alors en plus, lorsqu'ils entendent parler de prise en charge totale, 0 € sur des... ils en veulent toujours plus, bien sûr. Surtout lorsqu'ils se rendent compte que le 0 € n'est pas totalement 0 €. Enfin, voilà. Donc ma question, elle est en droite ligne de ça, et puis je vous l'aurais posée. Est-ce qu'il y a une spécificité dans vos comparateurs, Alzaco, Moslan, sur la santé naturellement? Est-ce que des mutuelles, parce que naturellement elles existent, hein, elles ont été démarchées du jour au lendemain. Avant il n'y en avait pas, hein, ou quasiment pas. Hein, elles ont été démarchées du jour au lendemain, essentiellement par les entreprises, mais les particuliers s'y sont mis aussi. Est-ce que des mutuelles et des complémentaires santé se sont affiliés chez vous, et est-ce qu'effectivement on peut comparer à l'heure actuelle ces différentes prestations? Je vous remercie. On va essayer de répondre dans l'ordre de vos questions, mais elles sont très intéressantes parce que la question sur la maternité, effectivement, un couple de 60 ans, qu'un assureur lui propose la maternité, on peut s'interroger sur la pertinence. Ceci étant... Alors, c'est quand même rare. Complètement. Et justement, à la limite, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. En revanche, c'est le défaut de notre qualité. C'est qu'on nous reprocherait de ne pas afficher la garantie complète proposée par l'assureur si on ne le faisait pas. Et nous, aujourd'hui, on va présenter les offres qui sont, en tout cas, proposées par nos acteurs présents sur nos comparateurs. S'ils ont la maternité, est-ce que ça veut dire l'afficher. que dans les offres minimales proposées par les complémentaires, il n'y en a pas une qui ne prend pas la maternité? Ah si, il y en a forcément. Non, il y en a forcément. Oui. Et oui, mais parce que là, ce qui interroge le rapporteur, c'est qu'elles apparaissent dans l'offre de garantie minimale pour quelqu'un de 64 ans. C'est ça qui a, si j'ai bien compris, hein, c'est ça le sujet. Et c'est là où je passe la parole à Samuel sur l'algorithme qu'on utilise et qui va se ressembler. Donc on a une réponse assez homogène sur cette question. Ouais, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est quand on va intégrer au préalable un assureur, il y a un travail préalable de paramétrage de leurs produits. Donc, en fait, l'assureur, quand il décide de travailler avec nous, va nous fournir ces tableaux de garantie et nos équipes vont retranscrire ces tableaux de garantie dans notre matrice pour qu'on ait des bases comparables. Donc, on a des intitulés par poste de garantie qui sont référencés et dans le tableau de garantie du partenaire, on va faire une équivalence pour pouvoir avoir des éléments qui sont comparables entre les acteurs et entre les contrats. Donc ça, c'est un travail préliminaire sur les garanties. Et après, sur la partie tarification, en fait, il faut qu'on puisse accéder aux tarifs de l'assureur. Donc on développe un web service qui nous permet d'interroger en temps réel son tarif. Donc en fait, à chaque fois qu'un internaute vient sur notre comparateur pour savoir quelles sont les propositions qui peuvent lui être faites, il renseigne son formulaire, donc on a besoin de toutes les données au préalable sur son profil, son besoin, le nombre de personnes à couvrir, ses coordonnées. Et c'est sur cette base-là qu'on interroge l'ensemble de nos partenaires qui sont éligibles au profil concerné pour savoir quel est le tarif et quels sont les produits qu'ils peuvent proposer. En retour, on a le tarif et les formules qui sont proposées et on restitue, sur la base des intitulés de formules qu'on a paramétrés, l'ensemble des couvertures qui sont proposées. Donc, en l'occurrence, si, pour répondre à votre question, monsieur le sénateur, si le partenaire a des offres dédiées sur secteur Alsace-Moselle, on va piocher sur ces formules-là pour pouvoir les présenter à l'internaute. Donc, ce qui veut dire, en gros, c'est un peu normal, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui choisissez les contrats. Et en fin de compte, si l'AMC
détermine que pour tel profil, même si la personne a 64 ans, on lui met dans sa garantie de base la maternité, vous ne faites que reproduire ce que le rapporteur, en fait, l'ANC vous a donné. Certains acteurs qui vont avoir des offres standardisées et qui incluent effectivement des garanties qui ne sont pas nécessaires pour certains profils, mais comme leur offre est standardisée, on ne peut que l'afficher. Et une autre question, est-ce que dans les comparateurs que vous représentez, est-ce que vous avez des offres type, on en avait parlé, mais uniquement hospitalisation ? Par exemple, une garantie de base uniquement en hospitalisation. Je dis ça pourquoi ? Parce que parfois, effectivement, on a des assurés qui sont en ALD, qui sont couverts déjà à 100% et qui n'ont besoin que de ce complément, même si l'ALD ne prend pas tout généralement, mais peut-être qu'ils ont besoin uniquement d'une AMC sur l'hospitalisation. Est-ce que vous avez aussi ce genre de tiroir à options c'est le cas, proposé ? Tout à fait. On a aussi des partenaires qui ont des offres modulaires, donc justement qui peuvent s'adapter beaucoup plus finement aux besoins de l'internaute selon ce qu'il a paramétré sur notre formulaire. Parce qu'en fait, donc là, je vous ai parlé tout à l'heure de la phase préliminaire de paramétrage des offres et comment est-ce qu'on peut afficher un assureur. Donc une fois qu'on a paramétré ces garanties, qu'on a ces tarifs, on le fait au préalable tester sur nos environnements le bon affichage de ces offres et de ces tarifs pour être certain que ce qu'on affiche est exact par rapport aux propositions qu'il ferait lui-même en direct à ses assurés. Ensuite, l'internaute, quand il vient sur notre site, va renseigner un certain nombre d'informations sur son profil et au niveau des besoins, il va les exprimer sur une échelle de 1 à 4 ou 1 à 5 selon les comparateurs sur les principaux postes de garantie. Donc en optique, en dentaire, sur les soins médicaux, en hospitalisation, il va nous donner son besoin. Dans le cas où il a uniquement un besoin sur l'hospitalisation, effectivement, on pourra lui restituer des offres qui sont positionnées uniquement sur ce périmètre de soins. Oui, je vais peut-être revenir sur un des points qui était posé aussi au niveau des données collectées. Donc en fait, au niveau des données collectées, on a besoin de savoir combien de personnes sont à couvrir, quelle est leur date de naissance pour identifier leur âge, leur profession ou régime social. On va avoir besoin de connaître leurs besoins en termes de couverture et collecter leurs coordonnées. Ces informations-là nous permettent de faire la comparaison des offres et la mise en relation avec les assureurs. Parce que notre travail, c'est aussi de mettre en relation avec les assureurs et de permettre aussi de faciliter la souscription sur le site de l'assureur. Parce que dans notre parcours, lorsque l'internaute voit les offres, on lui propose différents types de mise en relation. Soit il peut recevoir un devis directement de l'assureur ou bien directement souscrire en ligne. Dans le cas où il choisit la souscription en ligne, ce qui représente une part non négligeable, aujourd'hui on a à peu près 40% des internautes qui utilisent nos services qui vont choisir de souscrire en ligne. Ce qu'on souhaite, c'est lui faciliter ce parcours de souscription et ne pas lui redemander des informations qu'il a déjà renseignées sur notre formulaire. Donc on a des ponts qui se font entre nos parcours et ceux des assureurs. Et donc typiquement, les données qu'on collecte, dont les données personnelles, ne sont pas redemandées à l'internaute à ce moment-là. J'entends bien l'utilité pour les 40% qui souscrivent en ligne. Je me pose la question sur les 60 autres % qui, eux, ne vont pas souscrire en ligne. Et pourtant, pas tous les comparateurs ne le font pas, mais certains comparateurs demandent uniquement le code postal pour déterminer la zone géographique qui détermine aussi le montant de certaines garanties. Donc ça, je comprends bien. L'adresse mail et le téléphone, si on veut être recontacté, c'est sûr que c'est mieux d'avoir des contacts. Par contre, l'adresse exacte postale, expliquez-moi juste l'utilité, honnêtement, dans une phase de comparaison. Je ne parle pas dans une phase de souscription. Là, on est encore dans une phase de comparaison. Alors, tout simplement parce qu'en fait, on a certains partenaires qui ont besoin de cette information-là pour établir des devis auprès des internautes. C'est une réalité. Alors, ce n'est pas le cas de tous les acteurs aujourd'hui avec lesquels on travaille, mais certains nous demandent spécifiquement d'avoir l'adresse postale parce qu'ils peuvent envoyer aussi le devis par courrier. Et je me permets d'ajouter qu'on préférerait ne pas la demander, mais pour travailler avec certains partenaires, pour qu'ils puissent envoyer le devis par courrier ou peut-être certaines agences être géolocalisées pour avoir le bon interlocuteur près de chez eux,
c'est une information. Le code postal ne suffit pas? C'est une discussion qu'on a souvent et on se servira de votre argument le jour où on l'aura à nouveau. Mais c'est sur pour nous pouvoir les afficher. En parler, oui. Non, mais c'est pour pouvoir les afficher qu'on a besoin de cette information. Parce que ensuite, alors moi, si je dois aller sur un comparateur en ligne, ça va plutôt me gêner de donner mon adresse postale. Je ne verrai pas le besoin, comme mon collègue. Et donc, j'imagine sans peine que vous, sauf à ce que vous fassiez un autre usage de ces adresses postales, vous soyez très demandeur. Mais donc, ce sont les assureurs certains assureurs, qui disent, au cas où elle ait besoin d'envoyer le devis par papier, par voie postale. Mais cette information, elle est demandée à quel moment? Est-ce que c'est au tout début ou est-ce que c'est j'ai envie de recevoir un devis par voie postale? Parce que si c'est au début, c'est un peu gênant. Parce que franchement, comme utilisateur, on se dit mais pourquoi on nous demande ça au tout début alors qu'on s'apprête à vous demander un panel d'offres d'assurance, quoi. Non, c'est demandé au début, parce qu'en fait, la phase de questionnement, elle se fait systématiquement au début. Ensuite, on ne va plus reposer de questions. Mais effectivement, je vous rejoins, on pourrait tout à fait imaginer de ne pas collecter l'adresse postale, simplement le code postal. On a certains assureurs qui en ont besoin. Et puis, on a aussi une logique de cohérence entre nos parcours. Là, on parle de la comparaison de complémentaires santé. Il faut savoir qu'on fait de la comparaison sur d'autres produits. C'est une information qui est demandée dans d'autres cas. Et voilà, parce que sous-jacent à notre question, vous en faites quoi de ces adresses postales quand ce n'est pas l'assureur qui le demande? Et est-ce que, par extraordinaire, cette adresse postale ne servirait pas ensuite à d'autres entreprises dans d'autres domaines pour lesquels vous proposez des services, par exemple, assurance habitation, téléphone? Est-ce que ça va donner lieu ensuite à des démarchages par voie postale en matière d'assurance santé? Si je vous donne mon adresse une fois, pendant combien de temps je vais recevoir des offres d'assureurs santé alors même que j'ai déjà souscrit par votre intermédiaire ou par d'autres? Et est-ce que je m'apprête à recevoir des foultitudes de courriers aussi d'autres de vos partenaires dans d'autres secteurs? La réponse est non. Et la réponse est il y a une loi qui s'appelle le RGPD qui encadre strictement ces points-là. On a le droit de poser des questions que sur le produit concerné et pas justement pour de l'assurance habitation par exemple. On n'aurait pas le droit de le faire. Voilà. Concrètement, on ne recevoir de la pub assurance santé pendant des siècles ou un peu moins? Il y a d'autres catégories de cette loi qui disent le démarchage ne peut pas se faire au-delà d'une certaine période pour le produit concerné. Donc, de toute manière, on respecte toutes ces règles-là qui encadrent ces questions. Et cette question que vous vous posez, dites-vous bien qu'on se la pose aussi tous les jours parce que vous qui ne voudriez pas la remplir, on vous perdrait en tant qu'internaute potentiel. Donc, on a plutôt cet intérêt-là aussi, nous, de maximiser la qualité de notre service par rapport à ce genre de préoccupations. Moi, je n'ai pas fait directement le comparateur, utiliser les comparateurs, mais pour le coup, notre équipe l'a fait, mais je voudrais peut-être vous poser une question. Lorsqu'on va jusqu'au bout de la comparaison, on remplit l'ensemble des données, on a besoin d'avoir un devis. Est-ce qu'on reçoit, par exemple, en ligne, 3 devis comparatifs, par exemple, le meilleur, le médian et le moins bon, ou est-ce qu'on donne, parce que je vois, accepteriez-vous d'être appelé par l'un de nos partenaires proposant le meilleur rapport qualité-prix avec vos besoins? Si on met oui, on en a combien qui nous appellent? Parce que ça, il n'y a rien de pire que d'être appelé 12 fois pour le même contrat, de répéter 12 fois les mêmes choses. Et voilà, juste, c'est vraiment une question parce que je ne sais pas du tout. Moi, je l'ai fait, mais pour le soutien scolaire pour mes enfants, vous voyez. Et j'ai été appelé par je ne sais pas combien d'organismes et ça m'a saoulé. Au bout d'un moment, j'ai arrêté le soutien scolaire. Je plaisante, mais en gros, c'est un peu ça. Donc, mais j'ai une histoire tragique de la scolarité de mes enfants, du coup. Mais non, honnêtement, j'ai besoin de comprendre comment vous fonctionnez. Donc, je pense que, un peu de façon similaire,
on reste dans le cadre du RGPD, donc pour toute action commerciale, on demande un consentement, et donc que ce soit dans nos termes de conditions d'utilisation ou lorsque la personne va faire une mise en relation, on a un consentement qu'on demande pour cette mise en relation. Donc, à chaque fois que la personne va dire « je veux recevoir avoir une relation avec cet assureur-là », les informations sont transmises et il peut y avoir une communication qui est établie par le partenaire. Par contre, il n'y en aura pas d'autres. C'est limité avec l'assureur, enfin la complémentaire que l'assuré a choisi. Ou est-ce que c'est, s'il dit oui, je veux être contacté, du coup, on donne aux 600, 600 personnes qui sont comparées. Avec l'assureur avec lequel il est. D'accord, c'est uniquement sur une personne. Alors, sauf que parfois, il va cliquer 2 fois. Il va dire, je veux recevoir d'informations ça, c'est un choix, sur ces 2 devis-là. Et à ce moment-là, il va être contacté par les 2 assureurs, puisqu'ils ont tout intérêt à essayer de le convaincre. Donc parfois, en effet, on va avoir plusieurs relations mises en route, mais toujours parce que ça a été un choix de l'internaute au départ. Très bien. Je vais me permettre de compléter sur cette notion finalement qui est une bonne transition sur le modèle économique. Si on envoyait à 600 partenaires, ils ne travailleraient pas longtemps avec nous, eux, parce que en fait, les internautes ne souscriraient pas aux 600 et on aurait un problème mécanique de relation avec nos partenaires. Donc de toute manière, on est payé vraiment par l'acteur qui a été choisi. On fait payer sensiblement la même chose à tous les acteurs. Donc ça, c'est un point important à vous partager, c'est que vraiment, il n'y en a pas un qui paye plus cher que les autres, c'est vraiment une logique très homogène de prix au clic. Et effectivement, c'est celui-là qui va payer. Et s'il payait pour quelqu'un qui ne l'aurait pas choisi, parce qu'il n'est pas été affiché, parce qu'il n'est pas compétitif, il nous le reprocherait et on arrêterait de travailler avec lui. Alors, votre réponse me fait penser à une autre question que je me pose. Vous parlez justement, admettons que vous ayez 600 complémentaires, mutuelles, assureurs qui soient référencés, ce qui n'est pas le cas, on a bien compris. Comment est-ce que... donc, vous me dites qu'ils payent quasiment tous la même chose. Quasiment. Vous avez, donc l'assuré fait une demande de comparatif sur ses besoins et vous leur proposez 3 AMC qui correspondent à leurs besoins. Mais est-ce que c'est... c'est peut-être bête ma question, mais c'est quoi? C'est toujours les mêmes 3? Celui qui n'est pas compétitif, mais qui paye exactement la même chose que celui qui est le plus compétitif, au bout d'un moment, il doit se dire vous êtes gentil, mais je ne suis jamais comparé, je ne suis jamais en tout cas proposé, donc ça me sert à quoi de passer par un comparateur? Justement, c'est un point qu'on n'a pas évoqué sur comment est-ce qu'on classe les offres. Et donc ça répondra à votre point. En fait, on collecte le besoin de l'internaute et ce qu'on va lui restituer, ce sont... Alors, sur notre comparateur, on peut avoir des approches différentes, mais on va avoir une restitution par défaut qui est de classer les offres les plus pertinentes par rapport aux besoins exprimés par l'internaute en termes de couverture. Donc la couverture qui correspond le mieux sera la mieux classée sur le classement. Ça, c'est notre classement par défaut. On a un autre mode de classement, c'est le classement par prix, du moins cher au plus cher, et celui-ci est homogène entre les différents membres du GCAB. Donc ce modèle-là, en fait, est le modèle le plus objectif parce qu'on n'a pas du tout de classement qui évolue en fonction de la rémunération qu'on perçoit de la part des assureurs. C'est soit le prix, donc le moins cher des offres proposées qui sera en tête de classement, ou bien le plus couvrant par rapport aux besoins exprimés par l'internaute. Et donc du coup, vous, avec votre expérience, est-ce que vous estimez que globalement, tous les assureurs mutuels, tous les AMC se valent à quelques euros près à contrat équivalent, ou est-ce qu'il y a vraiment des deltas importants par rapport aux offres et du coup, je reviens à ma question, quel est l'intérêt pour celui qui a à couverture équivalente un prix 20 fois plus supérieur à celui qui est le moins cher, enfin 20% de plus, pardon, je parlais, voilà, c'était pas 20 fois, 20%. Quel est l'intérêt de rester chez un comparateur qui, de toute façon, en termes de couverture égale, ne sera jamais choisi
enfin, qui est-ce qui va vouloir payer 20% de plus pour avoir exactement la même couverture? Alors ça dépend, parce qu'en fait, chaque acteur sur le marché a sa stratégie, son positionnement. Donc en fait, vous allez avoir certains acteurs qui vont être plus pertinents sur des seniors, d'autres sur des profils actifs, d'autres sur certaines régions. D'autres vont chercher à se positionner plutôt sur des offres haut de gamme, donc très couvrantes, et vont avoir des éléments de différenciation dans leurs produits pour répondre spécifiquement à certaines populations. Alors donc ça veut dire que en fait c'est pas seulement sur le besoin réel de l'assuré, c'est-à-dire que vous répondez par rapport, enfin le comparateur répond par rapport aux besoins exprimés par l'assuré, mais que dans les offres il peut avoir des options incluses dans le prix qui ne soient pas réellement demandées à la base, mais qui soient un argument du coût de vente. Même pas des options, en fait. Enfin, des options, c'est des couvertures qui n'ont pas été demandées, mais qui sont proposées dans une couverture de base. En fait, pour collecter le besoin, on est obligé on va dire de globaliser un peu les choses. Donc, je vous ai dit, on se base sur 4 ou 5 postes principaux: l'optique, le dentaire, les soins médicaux, l'hospitalisation, dans certains cas, les audioprothèses. En fait, dans chaque poste, vous avez plusieurs garanties. Et certains assurés vont être sensibles à une garantie en particulier. Et donc, c'est en voyant le comparatif d'offres qu'ils vont pouvoir voir quelles sont les garanties détaillées qui sont proposées par tel ou tel acteur. D'accord, mais dans les garanties, voilà. Parce qu'il y a, du psychologue, il y a de la sophrologie, il y a de l'ostéo qui n'a pas été demandé, voilà. Et on rembourse 5 plutôt que 2 pour l'autre. D'accord, mais ça, ce n'était pas dans la demande de base, mais c'est dans le contrat qui est proposé, comparé, et c'est du coup un argument de vente aussi pour... Je me permets une précision, on n'en propose pas 3, on en propose une vingtaine. Donc c'est les 20 les plus proches du besoin, et ensuite reclassés par prix ou par pertinence dans le cas de meilleur taux, mais ces 20 offres donc, permettent de scanner un petit peu ce qui est proposé. Et ce qui est intéressant, par contre, qu'on constate, c'est qu'une marque un peu connue qui peut être plus chère et choisie, même si par rapport à une moins connue et moins chère. C'est vraiment un phénomène qu'on peut constater. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est quoi? C'est le système vu à la télé qui fonctionne ou de la réputation. Alors, enfin voilà, quand je dis la réputation, on va avoir des gens qui vont dire je les ai pour l'assurance habitation, ils sont top, je vais les choisir, ou je les ai vus à la télé peut-être, ou je les connais parce que j'ai eu des bons échos de leur part, ou parce que justement il n'y a que le prix qui m'intéresse et à l'inverse ils vont pas être choisis. Mais c'est là où on laisse les gens choisir en fait, et c'est ça qui est intéressant dans notre métier. Et je vais vous parler d'expérience, mais quand on me demande, mais alors qu'est-ce que je dois prendre? C'est quoi une bonne mutuelle? Laquelle je dois prendre? Je dis, j'en sais rien. Par contre, on va aller ensemble sur le comparatif. Et moi-même, par rapport à l'âge, par rapport au code postal, par rapport aux besoins, par rapport à un contexte qui est... On a vraiment... Chaque personne a un contexte vraiment différent. Et justement, on propose un service gratuit qui est en réponse exacte avec ce besoin, en tout cas représentatif, mais les tarifs sont exacts, les réponses sont souvent intéressantes, pour ne pas dire étonnantes parfois, mais moi, je suis incapable de vous dire, si vous avez des besoins plus ou moins élevés en optique ou en dentaire, quelle sera la bonne offre. En revanche, l'algorithme sort des choses qui finalement permettent de faire un choix éclairé, ou de repartir avec cette information et d'aller voir son assureur actuel, ou d'aller sur d'autres sites d'acteurs qu'on n'aurait pas présentés, qui seraient plus connus. En tout cas, les Français ont le choix, on fait partie de ce choix, mais je trouve qu'on permet de le structurer un petit peu, cette lecture-là. C'est vraiment ma conviction. Mais on n'en affiche pas 3, c'est important. On en affiche plus de 3. Juste pour rajouter également à l'observation qu'on a fait de l'usage, vous avez aussi un usage qui est... des besoins qui sont évolutifs. Quand on a des enfants, quand ils partent de la maison, les couvertures demandées vont être évolutives. Et donc c'est pour ça qu'il y a une demande de remise à niveau de la mutuelle quand ces évolutions de la vie se passent. Quant à vous parliez des tarifs et les différences qu'on observe, on a réalisé un sondage sur nos utilisateurs qui avaient fait des économies en utilisant le comparateur et en faisant jouer la comparaison. Et ils estimaient à 285 € par an le montant économisé. Donc c'est quand même assez significatif dans un monde, on
va dire, où le pouvoir d'achat est une vraie question. Donc ça vous montre quand même la différence que vous pouvez avoir d'un tarif à un autre, et peut-être lié à une évolution des besoins de l'assuré, mais c'est ce qu'on a constaté. Est-ce que vous... Pardon. Non, mais où, à prix équivalent, avoir de meilleures garanties. Le prix payé, c'est aussi les remboursements qui seront en face. D'avoir un prix équivalent mais des meilleures garanties, c'est aussi une des possibilités qui en ressort. C'est pour ça que c'est vrai que ça serait... pour nous, c'est un peu frustrant. Enfin, vous nous dites, vous ne connaissez pas le nombre de contrats conclus, et on comprend très bien. Hein. C'est pas votre modèle, c'est pas vous les assureurs. On a quand même 40% de souscription en ligne, donc ça veut dire que... C'est 40% d'internautes quand ils sont sur le comparatif d'offres, qui, lorsqu'ils cliquent sur une offre, vont sélectionner le choix de souscrire en ligne. Après, ça ne veut pas dire qu'ils souscrivent. Est-ce qu'ils le font ou pas? Les internautes ne cliquent pas sur une offre, et dans ceux qui cliquent, donc on n'a pas d'idée de... Enfin, si on se pose des questions vues de loin sur... est-ce que vous représentez une part suffisamment importante des souscriptions de contrats individuels pour contribuer, au-delà de faire des économies aux gens qui s'adressent à vous, mais à faire en sorte que les complémentaires surveillent un peu l'évolution de leur prix, ou bien, à contrario, est-ce que le fait que avec des systèmes de comparateurs, et comme les offres, on a beau dire qu'elles sont très différentes, on voit bien que les complémentaires, vous l'avez dit d'ailleurs, introduisent des éléments différenciants pour attraper le client. Donc, est-ce que vous êtes plutôt des acteurs qui font baisser le prix ou qui accompagnent un mouvement de concurrence exacerbée entre un nombre d'acteurs qui est quand même en réduction, qui est quand même impressionnant, et qui donc savent peut-être pas trop quoi faire pour se différencier, et donc proposent des garanties qui ont un prix et qui sont pas forcément utiles. Enfin, on aimerait avoir des données qui nous montrent dans quel sens ça penche, parce que on voit bien que le système il répond à un besoin, les gens sont contents de choisir leur garantie. En même temps, c'est cher, voire très cher à certains âges ou dans certaines régions. On voit que les frais de gestion, enfin que la gestion du système, elle est onéreuse. Vous en faites partie, hein, et les courtiers qui interviennent ailleurs que vous en font partie aussi de la gestion. Donc c'est vrai que tous les infos que vous pouvez nous donner qui montreraient que certes, il y a pléthore d'offres, certes les offres sont compliquées, mais grâce à vous, vous avez dit, monsieur, il y a des économies qui sont faites. Enfin, les clients qui ont répondu à votre sondage disent qu'ils ont fait des économies substantielles. Donc, ça laisserait à penser que ça fait baisser le prix global. Donc, vers quel côté ça penche, ou alors est-ce que vous coûtez tellement cher aux assureurs que finalement ils sont obligés d'augmenter massivement leur prix et que non, mais voyez ça. Non, je pense qu'on est des acteurs quand même assez représentatifs mais modestes dans le modèle des assureurs. Je pense que le point, c'est, je pense qu'on est en effet le point le plus transparent de comparaison. Donc on représente en effet la concurrence, on permet à la concurrence de jouer, et je pense que c'est un élément fondamental. J'en vois pas d'autres qui soient aussi pertinents dans ce domaine-là. Donc c'est un point important. L'alternative aujourd'hui, c'est de faire une recherche sur Google, et là on tombe sur des acteurs qui vont être les plus offrants, on va dire, en se positionnant, en payant le plus. Nous, on a cette transparence-là sur l'offre. Ensuite, ce qu'on permet, c'est quand même à des acteurs d'émerger. Hein. Julien le disait, il y a des petits acteurs qui ne sont pas connus et qui vont pouvoir émerger. On a en France un domaine de l'assurtech qui est assez dynamique, peut-être pas encore suffisamment dans le domaine de la santé, mais on a ces acteurs-là qui ne sont pas connus,
qui ont des offres un petit peu qui évoluent et qui dérangent un peu le marché, essentiellement digital, avec de la technologie et éventuellement des coûts de fonctionnement qui vont être compétitifs. Et donc, ah oui, ça vous l'observez. Oui, on les voit arriver. Alors sur tous les domaines de l'assurance, hein, peut-être pas encore à fond sur la santé, mais nous, on permet à ces gens-là d'être visibles. Et on les voit apparaître sur nos comparateurs. Donc, on alimente cette concurrence. Je pense que c'est un élément dans le monde, dans un monde économique pour les utilisateurs qui, en effet, font face à des prix importants, d'avoir accès à ces offres et qui sont les plus larges possibles. Hein, on parlait quels sont les différents acteurs qu'on a sur nos comparateurs. On a aussi bien des mutuelles que des courtiers, que des assurtech, que des assureurs. Donc on a une représentation assez large. Si vous aviez, Xavier Iacovelli, vous interrogez, je crois, sur ce point aussi, si vous aviez des recommandations justement pour que le système soit plus transparent encore, plus meilleur pour je vais me permettre de répondre à un point précédent. Est-ce que notre rôle est de négocier les prix des assureurs avec eux? La réponse est non. On leur permet de les afficher. En revanche, est-ce que les assureurs se benchent grâce à nous? La réponse est oui. Beaucoup d'assureurs se situent sur le marché et c'est plus simple d'aller sur un comparateur et de voir 30 offres, pas 500 mais 30, 30 assureurs ou 40 ou 50 d'ailleurs, ou 60. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'afficher ce qui se fait sur le marché et de relater la réalité de ce marché comme s'ils le trouvaient sur le site et plus simplement que si on allait sur 5 sites différents. Ça, c'était mon premier point. Sur le point, en fait, oui, alors de nos recommandations. Je voulais répondre à une autre question, mais je m'y suis perdu. En fait, il y a une question qui est intéressante dans ce qu'on fait au quotidien, c'est concrètement comment on travaille sur les garanties pour les rendre plus facilement comparables. En tout cas, pour les harmoniser. Ça ne veut pas dire qu'on n'affiche pas les tableaux de chaque assureur tel qu'ils le présentent eux, mais je vais vous donner quelques exemples d'éléments. Alors, chaque assureur respecte les recommandations du CCSF. Nous y siégeons et nous avions participé à ces travaux d'harmonisation des garanties complémentaires. Mais je vais vous donner ce que concrètement les équipes au quotidien font. Par exemple, on reçoit 2 tableaux de garantie. Sur un tableau de garantie, enfin, ou plusieurs d'ailleurs, la part sécu, la part mutuelle. Je vais avoir un tableau qui donne la part sécu avec un pourcentage, la part mutuelle avec un pourcentage et un total. Je vais en avoir une autre qui va donner que le total. Et encore une autre qui va donner que la part mutuelle. Donc, on va faire ce premier travail d'harmoniser la présentation. C'est le même calcul à la fin, mais on va le présenter toujours de la même manière. Premier point. Le deuxième point, quand on parle de cette fameuse part sécu, part mutuelle, on peut lire assurance maladie obligatoire et remboursement mutuel dans les tableaux. On peut lire AMO et AMC, RO, RC, ou AMO et mutuel. Véridique. C'est dans des tableaux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne respectent pas les règles du CCSF, mais des nomenclatures peuvent différer. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on prend un des termes et on le met à chaque fois pour qu'au moins il n'y ait pas un travail de traduction d'un tableau à l'autre. Je vous donne un deuxième exemple qui est une consultation chez le médecin. Praticien adhérent à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée qui correspond à Optam, qui correspond à DPTM ou à DPTAM. Dans les tableaux, on les trouve à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit celui qu'on trouve le plus souvent, Optam en l'occurrence. Mais voilà des éléments concrets, et je peux vous en donner un autre sur le 100% santé, ou un qui est encore plus manifeste, sur les consultations. Ben, certains parlent d'honoraires. Quelle est la différence entre les consultations et les honoraires? Il n'y en a pas. Sauf qu'on trouve ces 2 termes. Et un Français qui n'est pas expert comme on pourrait l'être peut s'y perdre à force d'avoir toutes ces petites choses qui vont être différentes. Je ne dis pas que nos comparateurs sont parfaits, mais en tout cas, ils mettent ces éléments-là sur un même... À la fin, pour une consultation, est-ce que quand on s'adresse à vos sites, on a le tarif de remboursement maximum d'une consultation, par exemple, en euros? Alors, ça, c'est l'exemple de remboursement. Parce que les pourcentages, c'est sympa, mais les gens, ils ne connaissent pas les tarifs. J'allais y venir. C'était mon dernier point. Non, mais vous avez raison. C'est que les exemples de remboursement ne sont pas toujours les mêmes. On a
justement ce travail d'harmonisation des exemples de remboursement. Ce ne sont que des exemples, puisque on ne peut pas donner un prix en euros exact, puisqu'il dépend du montant de la consultation ou de l'honoraire. Pardon? Alors, conventionnel, mais sans les dépassements d'honoraires. Bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est pour ça que les choix d'exemples sont un vrai sujet, en fait. C'est est-ce qu'on va prendre uniquement les conventionnels, mais donc on ne va pas couvrir les cas dans lesquels il y aurait du dépassement. Et non, mais ça pourrait être... je dis n'importe quoi. Mais ça pourrait être 100% au total, soit X euros sans dépassement d'honoraires. Et dépassement d'honoraires non compris, par exemple, ou non remboursés, puisque il y en a beaucoup qui ne sont pas remboursés, ou dépassements susceptibles d'être remboursés. Notre point, c'est que ce soit toujours la même chose, en fait. Ouais, je comprends. En fait, votre point est sûrement le bon, mais la question, c'est est-ce qu'on va toujours avoir... Vous voulez comparer avant tout. Oui, alors, oui, donc... avoir les mêmes termes. Oui, bien sûr. Et notre proposition, en tout cas notre constat aujourd'hui, quand on travaille sur l'intégration de garantie, c'est qu'on a ce travail d'harmonisation, de mise en cohérence d'éléments simples à comprendre, mais qui, au bout d'un moment, font des paramètres la maternité, qui pourrait s'appeler autrement. Tous ces points-là, de dire, soyons le plus homogène possible. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et ça, c'est notre proposition. Sur la transparence des tarifs, on a du mal à prendre position par rapport à ça. Mais sur la compréhension ou la lisibilité des garanties, je pense que les nomenclatures, les vocables utilisés peuvent être améliorés. Et les exemples, bien sûr. Moi, j'ai quelques questions juste pour finir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle part représentent les complémentaires santé dans votre chiffre d'affaires respectif ? Quand vous dites les complémentaires, sont des mutuelles ou les AMC, la partie AMC, la partie santé ouais. D'accord. Sur notre activité, alors je ne vais pas parler de chiffre d'affaires, mais plutôt de volume de comparaison. C'est de l'ordre de 60% de notre flux, tout produit confondu. 50% du chiffre d'affaires. Parce que, en fait, la question, c'est quelle est la part des autres produits d'assurance, mais la santé aujourd'hui sur le marché et sur Internet, c'est un marché important, en tout cas pour nous. Nous, c'est de 20 à 30%. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez contrôlé par l'ACPR. Quelles règles devez-vous justement respecter? Parce qu'on les a aussi auditionnés. Ils ne nous ont pas présenté un cadre très contraignant sur les contrôles qui pouvaient vous faire, ou en tout cas les règles qui pouvaient vous imposer. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des règles? Je me permets de répondre. La première chose qu'ils regardent, c'est combien on fait payer à nos partenaires et est-ce qu'on en privilégie certains par rapport à d'autres. Vraiment, c'est la première chose. Et on arrive avec des informations assez simples à montrer et les démonstrations sont assez vite faites sur ce point-là. Le vrai sujet pour la CPR, à proprement parler, c'est est-ce que les garanties qui vont être sélectionnées correspondent bien aux besoins des internautes? Est-ce que, c'est une de vos questions, hein, est-ce que finalement notre algorithme se trompe? D'ailleurs, vous posiez cette question comme ça. L'algorithme, en tout cas, prend les offres assez factuellement, les plus proches du besoin. Et ça, ils vont vraiment s'assurer qu'on le fasse correctement. Et vous ne poussez pas à la vente, quoi. Ah non. Alors, on pousse à avoir la meilleure comparaison possible pour que les gens cliquent le plus possible ou viennent le plus possible sur nos comparateurs. Ça, vous pouvez nous le reprocher, mais c'est notre mais quand je dis pousser à la vente, c'est-à-dire pousser au-delà des besoins réels exprimés par l'assuré. Non, mais aucun. Les intérêts sont alignés, en fait. Les Français ont besoin de trouver la bonne offre. Peut-être qu'on ne correspond pas à leurs besoins dans ce qu'on présente, et la moitié ne reviennent pas, enfin ne cliquent pas forcément, mais en tout cas l'assureur a besoin d'être choisi pour des raisons valables. Il a besoin d'intéresser pour que ça clique à la fin, voilà. Et d'avoir quel que soit le. Mais la CPR vérifie qu'on le fasse dans les bonnes Bien sûr, conditions. avec des bonnes conditions de transparence et de. Ouais. Excusez-moi, je reviens sur la réponse que je voulais vous donner. La question de qui souscrit à travers nous. En fait, c'est très difficile de répondre parce que qui souscrit en ayant vu nos offres à d'autres acteurs que ceux qui ont été comparés. C'est très difficile. Même si on voulait mesurer, on aurait du mal à avoir combien un grand acteur a pu récupérer de contrats grâce à nous, parce que les internautes qui ont vu
ce panel se sont positionnés avec d'autres acteurs, c'est assez difficile de répondre pour ces raisons-là et de prendre position par rapport à une information qu'on a. Et si je peux me permettre, Madame la Présidente, en guise de conclusion, peut-être... enfin, en tout cas... oui, non, mais en tout cas, conclusion pour moi. Est-ce que vous pouvez peut-être en une phrase, une proposition qui pourrait améliorer le système actuel, au-delà de la question des comparatifs et des comparateurs, mais qui pourrait améliorer le pouvoir d'achat des Français sur les complémentaires? Vous avez ce regard, justement, des différentes offres qui existent. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de protéger plus les Français et peut-être pour protéger surtout leur pouvoir d'achat? Je pense que je ne serai pas très original. Je pense que je reviendrai sur le point de Julien, qui est vraiment d'harmoniser et de rendre plus simple la compréhension des couvertures, parce qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué. Nous, on essaye de le simplifier au maximum, mais si en amont, les assureurs le faisaient, ça permettrait encore plus aux Français, je pense, d'être en maîtrise et en compréhension de ce à quoi ils souscrivent. Donc c'est vraiment le point pour moi principal auquel je souhaiterais pousser. Je vais répondre ça non pas pour, pas pour plaisanter, mais de pousser à plus aller sur les comparateurs. Je suis sincère dans ma conviction. Après, effectivement, vous parliez, mais c'est pas notre rôle de se positionner là-dessus, mais des garanties maternité pour des personnes âgées. Nous, on n'est pas là pour dire ce que les assureurs doivent faire. Mais effectivement, ça paraît être du bon sens. Ça paraît être du bon sens. Non, je reprendrai les mêmes propositions. Après, sur ce qui a aussi fait évoluer le marché, moi, ça fait depuis 2014 que je suis sur cette activité de comparaison. Sur la santé, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment réglementaires, qui ont fait que le marché et la masse assurable a évolué. Vous avez le fait que les entreprises doivent couvrir obligatoirement leurs salariés, qui a eu un impact, et puis ces dernières années, le 100% santé qui ont aussi eu un impact. Et ces éléments-là, malheureusement, nous, on n'est pas en capacité de le documenter pour tracer l'évolution tarifaire, mais ont eu des effets notables sur l'évolution des tarifs. Donc ça joue aujourd'hui. Est-ce que c'était les bonnes orientations à prendre? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a eu des impacts. Et ce que nous disent aujourd'hui les partenaires avec lesquels on travaille. Merci beaucoup, Monsieur Richard, pour conclure du coup. Merci Madame la Présidente. En fait, je vais faire une observation et je vais encore vous poser une dernière question. Sur l'observation, vraiment, j'ai le sentiment, je m'adresse à la Présidente, au rapporteur, qu'on est là au cœur de notre mission. Donc, je rappelle naturellement qu'elle vise à chercher, à étudier quels sont les impacts, bien sûr, sur le pouvoir d'achat de ces complémentaires santé, respectivement ces mutuelles. Sur ce plan-là, votre rôle est, à mon sens, indispensable. Et moi, je n'ai pas d'action chez aucun d'entre vous. Mais je crois qu'effectivement... Mais je crois que c'est vraiment très, très important que ce travail soit couronné de succès, en ce sens que le plus grand nombre de consommateurs potentiels de santé puissent utiliser naturellement ces dispositifs, ces formules pour se faire la bonne opinion. On voit bien, pour répondre aussi à la question qui a été posée, je crois, par le rapporteur, à quel point, je m'éloigne de la santé, la possibilité qui a été ouverte depuis quelque temps légalement aux grandes distributions de faire des comparaisons en citant les noms des concurrents, cette possibilité est largement utilisée par les consommateurs. Et moi, je connais personne qui ne regarde pas. Et maintenant, vous avez vu, il y a des pages entières dans la presse où Lidl va comparer avec, naturellement. Tout ça, naturellement, est orienté, on le sait bien. Ils choisissent les produits qui... Mais quand même, c'est utilisé. Moi, je connais des gens qui ont pris la page du journal, pour aller acheter ces produits-là à l'endroit concerné. C'est évident, voilà, dans un contexte de pouvoir d'achat particulièrement tendu. Donc, vraiment,
c'est important que vous soyez là et c'est important que vous nous ayez dit tout ce que vous nous avez dit. Et vraiment, moi j'avais plein de questions aussi sur le fonctionnement, mais le rapporteur et la présidente ont posé toutes les questions et je vous remercie pour ces réponses. Ma question, compte tenu de ce que vous connaissez comme moi, les assurances, peut-être les mutuelles font-elles pareil, les assurances, lorsqu'elles vendent un produit, essayent naturellement de présenter ça de la façon la plus simple, mais aussi la plus compliquée possible, avec les petites lignes en dessous. Hein, voilà, les petites lignes, toutes petites, petits caractères, vous connaissez ça. Et c'est quand vous êtes en besoin de faire fonctionner le contrat d'assurance que vous vous rendez compte à quel point il a été, le cas échéant, lacunaire. Donc, en santé, je pense que ça doit être à peu près pareil. Et je crois que vous devez avoir un très, très gros boulot, vous l'avez dit tout à l'heure, de traduction de tout cela. Mais ma question, c'est, je suis persuadé que malgré les juristes que vous devez avoir et autres personnes qui sont qualifiées, vous devez avoir des retours de bâton à n'en pas douter, ou en pleine confiance, vous suggérez celui-ci et celui-ci comme étant le meilleur, parce que naturellement, vous l'avez dit, il n'y a pas que le prix. Il y a aussi les modalités d'intervention, etc., etc. Voilà. Bon, si on vous dit le meilleur, c'est à Pétaouchnok alors que vous habitez Strasbourg, bon, tout ça doit être pris en compte. Donc, il doit y avoir des retours de bâton. Et ma question, elle est simple à cet égard. Est-ce que vous faites une étude d'évaluation de la satisfaction de vos consommateurs, d'une part, et deuxièmement, avez-vous des recherches en responsabilité à l'égard de recommandations ou de conseils que vous auriez fait? Alors, je vais me permettre une première réponse sur... ça fait 15 ans que je travaille. Mon premier comparateur, je l'ai monté il y a une quinzaine d'années et tous les jours, on essaye de l'améliorer. Tous les jours, la question se pose de comment on peut améliorer. Nos équipes y travaillent. Donc, et tous les jours, on le fait. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Mais effectivement, on a la conviction aussi depuis ces 15 années qu'on fait un travail utile, qu'on a quelque chose à proposer d'intéressant aux Français. Et gratuitement. Parce qu'effectivement, ça pose la question de notre neutralité, parce que c'est les assureurs qui nous financent. Mais je préfère ne demander que l'adresse postale qu'un numéro de carte bleue pour accéder à notre comparatif, et j'y crois sincèrement. La question après, est-ce qu'on est donc responsable? La réponse, oui. Si on avait affiché la mauvaise garantie ou les mauvaises garanties en face d'un besoin, et c'est notre cas, on est en responsabilité. Est-ce qu'on a déjà eu des retours où on a pu faire jouer notre responsabilité? Personnellement, en 15 ans, non. Mais il ne faut pas oublier que l'assureur a son devoir de conseil une fois qu'il est mis en relation avec l'internaute. Hein. Il y a une dernière étape quand même, de s'assurer que la personne a bien fait le bon choix. Et c'est vraiment ce qu'on permet de faire aussi en le mettant en relation avec l'assureur. En revanche, est-ce qu'on a des procédures qui sont prévues en cas de litige de ce type-là? La réponse est oui. Mais on n'a jamais eu à le faire. En revanche, il y a les avis clients sur lesquels on est jugé au quotidien, qui montrent que les gens, en tout cas, nous voient comme étant dans notre rôle on les a aidés à comparer, on les a aidés à trouver ou pas une complémentaire. Mais est-ce qu'on a eu des retours sur les avis clients comme quoi ils avaient souscrit au mauvais contrat, ils avaient été mal assurés derrière? Personnellement, j'en ai jamais vu. Ce n'est pas le cas non plus de notre côté. Par contre, on a les mêmes analyses sur la mesure de la satisfaction client. On a des outils type Avis Vérifié ou Trustpilot qui notent nos services. On a de très bonnes notes de la part des internautes sur nos services. Oui, à peu près la même chose, parce que pareil, on a la possibilité d'ouvrir un litige qui n'a jamais été utilisé sur les thématiques, en tout cas de mauvais conseils ou de mauvaise utilisation de la santé. Et en effet, les avis clients ont tendance à évoluer de plus en plus positivement. La note augmente, donc on pense qu'on fait pas du trop mauvais travail, parce qu'on voit ces avis évoluer, et puis cette fidélité quand même, puisqu'on a un trafic important qui reste très soutenu et qui augmente d'année en année. Donc on pense qu'on répond à un besoin. Et si on favorisait un assureur plutôt qu'un autre, les autres nous le reprocheraient et partiraient, et on n'aurait plus qu'un seul assureur sur nos panels. Donc on a vraiment un sujet d'intérêt aligné avec les Français, en fait. Hein. On ne peut pas s'amuser à en valoriser un
parce que les autres assureurs nous diraient mais vous le valorisez, parce que c'est leur métier de surveiller ça aussi. Donc par la force des choses, la neutralité, elle est absolument obligatoire pour nous, mais à la fin, ça se retrouve dans la qualité de service. Elle est intégrée au modèle, quoi, la neutralité de toute manière. Enfin, elle est intégrée au modèle et à vos ambitions de croissance. La transparence fait partie de... On perdrait de crédibilité du côté utilisateur et du côté assureur. Oui, c'est pas tout à fait souhaitable. Oui. Ok. Parfait. Monsieur Richard, vous n'avez pas Xavier Iacovelli non plus. Eh bien, merci beaucoup de vous être prêté. Vous êtes concurrent, si j'ai bien compris. Merci beaucoup de vous être prêté à ce jeu. J'allais dire comme si vous n'y étiez pas, mais on a compris toutes les nuances. Mais merci de l'avoir fait à plusieurs voix. Pour nous, c'est précieux plutôt que d'avoir chacun déroulé son petit tunnel. C'était vraiment intéressant d'avoir l'échange entre vous et les réponses croisées. C'était vraiment très utile pour nous et j'espère pour les personnes qui nous regardent aussi. Si vous, à la suite de cette audition, même si manifestement vous avez réfléchi avant, si vous aviez d'autres recommandations à nous suggérer, n'hésitez pas à nous faire signe à Xavier Iacovelli ou moi-même ou les deux ensemble, c'est encore mieux. Voilà, mais en tout cas, nous, on vous remercie vivement. C'était très, très concret et très utile, je crois. Merci, messieurs.